Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le docteur Elijah Carter, 28 ans, pénétra doucement dans la chambre 407 du Mount Grace Medical Center. Il était presque minuit, l'heure où le monde semblait se taire, où les couloirs autrefois animés se transformaient en un silence presque sacré. L'unité privée, où se trouvaient les patients les plus fragiles, semblait figée dans le temps, comme suspendue entre l'espoir et le désespoir. Dans cette chambre, baignée d'une lumière tamisée, reposait Vivian Lancaster. À 47 ans, elle était l'héritière d'un empire hôtelier mondial, une femme dont le nom résonnait dans les cercles d'affaires et les grandes salles de réunion. Mais en cet instant précis, loin des fastes et des luxes, elle n'était qu'une silhouette immobile, étendue dans un lit sophistiqué. Son corps, relié à une multitude de machines et de capteurs, témoignait d'une vie maintenue artificiellement. Cela faisait maintenant 6 mois que Vivian était plongée dans un coma profond, à la suite d'un tragique accident. Son hélicoptère privé s'était écrasé dans la jungle dense du Costa Rica alors qu'elle revenait d'un voyage d'affaires crucial. Depuis, des équipes de médecins chevronnés s'étaient succédé, utilisant les technologies les plus avancées, explorant chaque piste possible pour réveiller cette femme hors du commun. Pourtant, malgré leurs efforts, ils avaient tous fini par baisser les bras. Son corps continuait de fonctionner, mais son esprit semblait s'être égaré dans un autre monde, inaccessible. Mais Elijah Carter n'était pas comme les autres médecins. Né et élevé dans les quartiers populaires de Détroit, Elijah avait grandi au cœur d'un environnement parfois hostile, mais où sa mère, infirmière dévouée et femme forte, lui avait inculqué des valeurs de résilience, de compassion et de persévérance. Son père, lui, avait disparu très tôt, laissant un vide que la jeune Elijah avait transformé en moteur pour réussir. Brillant élève, il avait décroché une bourse prestigieuse pour intégrer l'une des meilleures facultés de médecine du pays. Chaque heure d'étude, chaque nuit blanche, chaque stage difficile, il les avait affrontés avec une détermination inébranlable. Sa passion pour la neurologie était née de cette fascination qu'il éprouvait pour le cerveau humain, ce chef-d'œuvre complexe, mystérieux, où la science elle-même semblait parfois atteindre ses limites. Pour Elijah, soigner ne se limitait pas aux symptômes visibles, il croyait que derrière chaque patient, même silencieux ou immobile, il y avait une histoire, une âme, une lumière cachée à rallumer. Contrairement à ses collègues, Elijah Carter ne se contentait pas de lire les courbes sur les moniteurs ni de remplir des dossiers numériques. Là où les autres voyaient un cas désespéré, une silhouette passive dans un lit stérile, lui voyait une femme qui avait encore quelque chose à dire. Chaque soir, une fois ses obligations terminées, il revenait discrètement dans la chambre 407, refermant doucement la porte derrière lui comme s'il pénétrait dans un sanctuaire. Il s'asseyait sur le fauteuil en velours gris près du lit et s'adressait à Vivian Lancaster comme à une vieille amie, même si elle ne répondait jamais. Aujourd'hui, j'ai failli renverser mon café sur le docteur Patel. Elle aurait probablement appelé ça du karma, après m'avoir volé mon créneau en salle de repos, disait-il avec un demi-sourire. Ces moments, qui pouvaient sembler anodins, étaient devenus pour lui une sorte de rituel sacré. Il lui parlait de sa mère qui se battait contre l'arthrite, de son frère cadet qui hésitait à reprendre ses études, de ses rêves de construire une clinique mobile pour les enfants des quartiers défavorisés. Et parfois, il lisait des passages de Baldwin, Maya Angelou, Toni Morrison. Il choisissait des mots puissants, des mots vivants, pour réveiller celle qui sommeillait. D'autres soirs, il lui glissait des écouteurs. Du jazz doux, du Billie Holiday, du Chet Baker, parfois du John Coltrane. Il observait alors son visage, espérant le moindre frémissement, une réaction infime, un battement de cils, un tressaillement. Mais rien ne venait. Seulement le souffle régulier de la machine, les bips lents et constants du moniteur cardiaque. Jusqu'à ce soir-là. Ce soir-là, il était particulièrement fatigué. Une de ces journées où les patients s'enchaînent et où les mauvaises nouvelles semblent pleuvoir. Mais malgré la lassitude, il entra dans la chambre comme toujours. Avec soin, il défit la petite bande de gaz posée sur la tempe droite de Vivian, nettoya doucement la zone avec une solution stérile, puis entreprit de replacer une compresse propre. En effleurant sa peau, il murmura. « Vous savez, même si vous ne répondez pas, j'ai l'impression que vous êtes là. Alors je vais continuer à croire. »
Même si je suis le seul. Et à ce moment précis, il le vit. Un mouvement. Subtil. Quasiment imperceptible. Les paupières de Vivian avaient tremblé. D'abord une fois. Puis une deuxième. Il se figea. Le cœur battant. Il cligna des yeux, pensant avoir rêvé. Il s'approcha, scrutant le visage de la patiente. Puis, à nouveau, un battement. Léger, fragile, mais réel. Le genre de détail qu'un œil distrait aurait ignoré. Mais Elia était attentif, presque intuitif. Il se leva précipitamment et courut jusqu'au bureau central. Il interpella le docteur Samuel Reeves, le chef du service neurologique, un homme réputé pour sa froideur et son manque de foi en tout ce qui sortait des protocoles. Docteur Reeves. Venez vite. Je crois qu'elle a réagi. Ses paupières ont bougé. Reeves leva à peine les yeux de son écran. Mouvement réflexe, Carter. Les muscles du visage conservent une activité aléatoire, même en coma prolongé. Vous devriez savoir ça. Non, ce n'était pas un simple spasme, j'en suis sûr. Elle a réagi juste après que je lui ai parlé. Le docteur Reeves soupira, agacé. Il se leva à contre-cœur, suivit Elia dans le couloir, entra dans la chambre, vérifia les constantes, observa brièvement le visage de Vivian. Tout est stable. Pas de changement. Et rien d'inhabituel sur les courbes. Ce que vous avez vu, c'était probablement votre imagination. Ce genre de faux espoir n'aide personne. Il tourna les talons. Ne vous attachez pas, Carter. Elle ne reviendra pas. Elia resta là, debout dans la chambre, figé, blessé, mais pas brisé. Il regarda Vivian longuement, le regard embué, et souffla doucement. On dirait qu'il n'y a plus que nous deux, Vivian, mais ça me va. Parce que moi, je n'abandonnerai pas. Et dans le silence à peine troublé par le souffle des machines, il aurait presque juré voir un coin de ses lèvres frémir, comme un sourire égaré entre deux mondes. Pendant des semaines, Elia Carter revint, soir après soir, fidèle à ce rituel silencieux. Chaque jour, il changeait la même bande de gaz posée sur le front de Vivian Lancaster. Ce geste, que d'autres auraient accompli machinalement, il le faisait avec une tendresse infinie. Il parlait peu, mais ses mains disaient tout, le respect, la patience, l'humanité. Il l'essuyait avec précaution, comme s'il s'adressait à une reine endormie, ou à une enfant blessée. Il ne faisait pas que soigner un corps. Il honorait une présence, même silencieuse. Ce qu'il ignorait, c'est que dans le monde intérieur où Vivian était tombée, cette voix, sa voix, était le seul fil qui la rattachait encore à la surface. Là où tout était ombre, sans repère ni direction, sa conscience dérivait lentement, comme suspendue dans une mer de brume. Mais au milieu de ce néant, il y avait une chose qui revenait, nuit après nuit, une voix grave, posée, chaleureuse, différente de toutes celles qu'elle avait connues. Cette voix lui racontait des histoires simples, des souvenirs d'enfance, des rêves de justice. Ce n'était pas un cri, ni une injonction. C'était une présence humaine, vraie. Vivian n'aurait pas su dire où elle était, ni depuis combien de temps. Tout était flou. Mais elle sentait cette voix. Et cette voix ne la poussait pas à revenir. Elle l'attendait. Elle l'accompagnait. Dans les limbes de son esprit, elle s'y accrochait comme à une lumière dans un tunnel sans fin. Elle ne connaissait pas le nom de cet homme, mais elle savait qu'il croyait encore en elle. Il n'attendait rien. Il ne faisait pas semblant. Et cette sincérité perçait même les murs de son coma. Pendant ce temps, dans le monde réel, une autre voix s'agitait dans l'ombre. Claire Lancaster, la sœur cadette de Vivian, s'affairait discrètement. Officiellement, elle était là pour veiller sur sa sœur bien-aimée. Elle faisait bonne figure devant les médias, participait aux réunions familiales, et venait parfois s'asseoir quelques minutes au chevet de Vivian, en affichant un visage fermé et compatissant. Mais derrière cette façade de loyauté, Claire bâtissait patiemment un projet bien plus cynique. Elle avait engagé un cabinet d'avocats spécialisé dans les successions complexes. Elle avait discrètement pris contact avec plusieurs actionnaires clés de Lancaster Group. Elle préparait les documents, sondait les failles juridiques, affûtait les arguments pour déclarer l'incapacité permanente de Vivian, ce qui lui donnerait le droit de reprendre la présidence du groupe familial.
Chaque jour de coma supplémentaire jouait en sa faveur. Chaque minute sans réaction consolidait sa position. Elle pensait que tout était sous contrôle. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était le médecin de nuit. Un jeune homme qu'elle n'avait même pas remarqué. Un visage de plus parmi les blouses blanches, qu'elle aurait ignoré dans un ascenseur ou dans un couloir. Un simple interne, pensait-elle, sans influence, sans voix. Et pourtant, c'était lui, sans pouvoir ni statut, qui rouvrait une porte que tous croyaient fermée. Car ce qu'aucune machine, aucun traitement, aucun protocole n'avait réussi à déclencher, c'était un geste doux, répété chaque soir. Une voix, offerte sans espoir, mais pleine de foi. Et ce fil, que Vivian suivait lentement dans l'obscurité, commençait maintenant à la tirer doucement vers la lumière. Ce jeudi-là, tout bascula. La chambre 407 était paisible, comme chaque soir. Le crépuscule teintait les murs d'une lumière dorée filtrée par les stores. Elia, fidèle à sa routine, était penché au chevet de Vivian. Il portait ses gants, nettoyait délicatement la peau pâle de son front, et retirait la bande usée qu'il remplaçait avec soin. Mais ce soir-là, sa voix tremblait légèrement. Quelque chose en lui était plus fragile que d'habitude. Maman a encore refusé ses médicaments aujourd'hui. Elle dit qu'elle a assez souffert. Je sais que je ne devrais pas en parler ici, mais, parfois, j'ai juste besoin que quelqu'un m'écoute. Même si ce quelqu'un ne répond pas. Il sourit tristement, fixa la compresse propre qu'il venait de poser, puis ajouta. Et malgré tout, je continue à espérer. C'est idiot, non? Mais je crois qu'on vous entend là-dedans, Miss Lancaster. Je crois que vous vous battez encore. À cet instant précis, une chose infime se produisit. Un léger frisson parcourut le bras gauche de Vivian. Elia, d'abord, crut que c'était un courant d'air, une illusion. Mais il sentit ensuite un changement presque imperceptible dans l'air, comme si la pièce elle-même avait retenu son souffle. Il leva les yeux, par réflexe. Et c'est là qu'il la vit. Les paupières de Vivian battirent doucement. Une, deux fois. Puis, lentement, ses yeux s'ouvrirent. Grands. Vide d'abord, puis, conscient. Elia se figea. Il sentit son cœur cogner dans sa poitrine, tambour brutal contre ses côtes. Il recula d'un pas, bouche entr'ouverte. Miss Lancaster? Vous êtes réveillée? Le silence qui suivit fut suspendu dans l'éternité d'un instant. Puis, d'une voix faible, tremblante, rauque comme un vent ancien, Vivian murmura. Votre voix? Je la connais. Elia sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un faux espoir. Elle était revenue. Puis, soudainement, les machines s'activèrent. Les moniteurs cardiaques captèrent une variation soudaine, les capteurs neurologiques s'illuminèrent, déclenchant une alarme douce mais insistante. Des infirmiers accoururent. 2, puis 3. Le couloir s'agita. Elle est consciente. Elle a parlé, cria Elia, presque haletant. Les professionnels de santé se précipitèrent autour d'elle. Une infirmière enregistra immédiatement les données, une autre prit sa tension, pendant qu'un autre connectait de nouveaux capteurs pour une analyse cérébrale complète. Mais au milieu de cette agitation clinique, Vivian ne regardait que lui. Elia. Ses yeux, fatigués mais vivants, étaient ancrés dans les siens. Il y avait dans ce regard une gratitude silencieuse, une reconnaissance profonde, comme si, dans l'obscurité de son coma, elle avait appris à connaître cet homme qui l'avait veillé sans jamais attendre de récompense. Dans sa tête, Elia entendait encore les mots du docteur Reeves, « Elle ne reviendra pas ». Mais elle était là. Vivante. Présente. Éveillée. Ce n'était pas seulement le réveil d'un corps, c'était le retour d'une âme. Et au fond de lui, Elia comprit qu'à partir de ce jour, plus rien ne serait jamais comme avant. Le lendemain de son réveil, le Mount Grace Medical Center devint le centre d'attention des médias nationaux et internationaux. Les caméras s'étaient massées devant l'entrée, les journalistes se bousculaient, criant les mêmes questions en boucle. Confirmez-vous le réveil de Vivian Lancaster? Est-elle consciente? Peut-elle parler? Est-ce vrai qu'elle était cliniquement condamnée? Les chaînes de télévision titraient. Miracle médical à Boston,
Vivian Lancaster se réveille après 6 mois de coma. La milliardaire revient à la vie, que s'est-il vraiment passé? L'espoir a-t-il un nom? Le docteur Elia Carter au cœur du mystère. Mais derrière les projecteurs et les flashs, Vivian, encore faible mais lucide, avait demandé une seule chose. Pas de conférence. Pas de parade. Pas de déclaration publique. Je veux voir le docteur Elia Carter. Seul. Maintenant. Le personnel médical hésita. Ce n'était pas dans le protocole. D'autres spécialistes devaient encore l'évaluer. Mais Vivian avait toujours été une femme de volonté. Et même depuis son lit, cette volonté résonnait comme un ordre. Lorsqu'Elia entra dans la chambre, il était nerveux. Il portait encore sa blouse blanche, mais cette fois, il était acclamé comme l'homme derrière le miracle. Pourtant, il n'en tirait aucune fierté. Il se sentait simplement soulagé, et curieux de comprendre ce que Vivian voulait vraiment lui dire. Elle le fixa longuement. Ses traits étaient encore tirés, sa voix douce mais ferme. Puis elle leva faiblement la main, et la lui tendit. Il la saisit avec prudence, presque intimidé. Il n'avait jamais tenu la main d'un patient de cette manière. Elle sourit. « C'est vous qui m'avez ramené, » dit-elle calmement. « Pas les machines. Pas les traitements. Vous. Votre humanité. Votre voix. Vos silences. Vos histoires. Je me souviens de tout. » Elia tenta de répondre, la gorge serrée. J'ai juste fait ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour ma mère, si elle était à votre place. Vivian serra un peu plus sa main, et le regarda droit dans les yeux. Le monde n'a pas besoin de héros. Il a besoin de présence humaine. Vous l'avez été, dans mon silence. Et maintenant, je vais vous confier une mission. Il fronça les sourcils, sans comprendre. Elle poursuivit. Je vais créer une fondation. Une vraie. Pas une façade philanthropique. Un centre de soins gratuits, de pointe, pour les enfants des quartiers pauvres. Avec des équipements modernes, un personnel compétent, une âme. Et je veux que vous en soyez le directeur médical. Pas un conseiller. Pas un figurant. Le pilier. Le cœur. Elia resta figée, choquée. Miss Lancaster? Je suis juste un médecin réside. Je ne suis pas prêt pour ça. Elle sourit doucement. Vous l'êtes plus que vous ne le pensez. Vous êtes né prêt. Et vous avez su voir ce que personne d'autre n'a vu en moi, alors maintenant, laissez-moi vous rendre ce que vous m'avez donné. Une seconde chance. Pendant ce temps, Claire Lancaster, dans le silence feutré de son bureau en verre au sommet de la tour Lancaster, apprenait avec stupeur une nouvelle qui allait bouleverser tous ses plans. Vivian avait changé son testament. Non seulement elle avait modifié sa succession, réduisant drastiquement la part de Claire, mais elle avait également transféré une partie significative de ses actions à la future fondation Lancaster Carter. Le reste serait mis en fiducie, sous surveillance éthique indépendante. Furieuse, Claire frappa du poing sur son bureau. Mais ce n'était que le début de sa chute. Dans les semaines qui suivirent, une enquête financière diligentée par un cabinet externe révéla des transactions douteuses menées par Claire pendant la période de coma de sa sœur. Vente discrète d'actions à des sociétés écrans. Pression sur les membres du conseil d'administration pour la faire nommer présidente par intérim. Création d'un compte offshore à Dubaï. Tout cela pour prendre le contrôle total de l'empire Lancaster, en l'absence de Vivian. Mais Vivian était bel et bien de retour. Et désormais, elle n'était plus seule. Elle avait Elia, un allié sans ambition personnelle, mais avec une vision plus grande que la fortune elle-même, celle d'un monde plus juste. Quelques mois plus tard, le ciel gris de Chicago semblait soudain plus clair au-dessus du quartier de Englewood, l'un des plus oubliés de la ville. Ce jour-là, des centaines de personnes s'étaient rassemblées devant un nouveau bâtiment moderne, lumineux, aux grandes baies vitrées et aux lignes épurées, avec une façade où l'on pouvait lire en lettres sobres et élégantes. Fondation Lancaster Carter Centre de soins communautaires pour enfants. Ce lieu, sorti de terre en un temps record grâce à l'impulsion de Vivian Lancaster, était bien plus qu'une clinique. C'était un symbole. Un acte de réparation. Un pont tendu entre deux mondes longtemps opposés, le luxe et le besoin, le pouvoir et la vulnérabilité,
l'indifférence et la compassion. À la tête du projet, le docteur Elia Carter, vêtu d'un costume simple, se tenait droit devant l'entrée, entouré d'une équipe médicale qu'il avait lui-même sélectionnée, des médecins, des infirmiers, des psychologues, mais aussi des éducateurs, des travailleurs sociaux, des bénévoles. Tous choisis non seulement pour leur expertise, mais pour leur cœur, leur patience, leur capacité à voir l'enfant avant le diagnostic, l'histoire avant la pathologie. À ses côtés, debout malgré les recommandations médicales, se tenait Vivian. Elle était là, présente dans sa nouvelle peau, non plus celle de l'héritière inaccessible, mais celle d'une femme transformée par l'épreuve, ancrée désormais dans la réalité humaine. Son regard parcourait la foule, attentive, grave et lumineuse à la fois. Elle prit le micro. Un silence tomba. J'ai passé 6 mois enfermée dans mon propre corps. J'étais là, mais personne ne le savait. Personne, sauf une personne. Elle marqua une pause, posant les yeux sur Elia. Lui, il m'a parlé quand plus personne n'y croyait. Il m'a lu des livres. Il m'a raconté sa vie. Il m'a donné une présence humaine là où il n'y avait que des machines. Il ne m'a jamais vu comme un dossier, mais comme une âme. Et cette humanité m'a ramené à la vie. Ce genre de respect change le monde. Applaudissements. Certains avaient les larmes aux yeux. Elia s'approcha à son tour du micro, légèrement nerveux, mais le regard droit. Il prit la parole, sobrement. Je ne suis qu'un médecin. Fils d'une infirmière fatiguée et d'un père absent. J'ai grandi dans des quartiers où la maladie, la douleur, la peur, n'étaient pas soignées. Où l'on attendait, parfois en silence, qu'on nous voie enfin. Il regarda autour de lui, fixant les enfants du quartier, les familles présentes. Parfois, un simple geste peut tout changer. Une main posée. Une voix douce. Un regard qui dit « Je vous vois ». J'ai changé un bandage. Et sans le savoir, j'ai réveillé une vie. Ce n'est pas un miracle. C'est juste ce qui arrive quand on choisit l'humanité. Un silence fort suivit ces mots. Puis une ovation. Vivian et Elia restèrent liés, non par une dette, non par une obligation sociale ou médiatique, mais par un respect silencieux et profond. Ils ne tombèrent jamais amoureux, car leur lien allait au-delà des sentiments classiques. C'était une amitié née dans l'obscurité, forgée dans l'absence de mots, scellée par la vie elle-même. Ils se retrouvaient parfois le soir, dans le bureau vitré de la fondation, un thé à la main, à observer les enfants jouer dans la cour. Ils ne parlaient pas toujours. Ils n'en avaient pas besoin. Vivian, qui autrefois vivait dans les hauteurs des gratte-ciel, avait désormais les pieds sur terre. Et Elia, qui n'était autrefois qu'un simple résident de nuit, était devenu le cœur battant d'un projet qui guérissait autant les corps que les cœurs. Et pour Elia, tout avait commencé par un geste simple. Une bande de gaz changée avec amour. Une voix murmurait dans le silence. Un homme qui avait cru, quand personne d'autre n'y croyait. Car parfois, pour réveiller l'impossible, il suffit d'un seul être humain, qui ose encore espérer.